Votre santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Et comme pratiquement tous les mercredis, nous nous retrouvons avec le docteur Jacques-Michel Lacroix, non pas pour boire le thé, mais vous parler de nouvelles, de la santé, différents sujets. Bonjour. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde, mais c'est pas le mercredi qu'on se retrouve, c'est le mardi. Bien. Bon, alors je vous montre ce que je bois. C'est rouge, mais ce n'est que du coca. Hein. Bon, voilà, enfin, du Pepsi. Donc, je dis mercredi, mais enfin, franchement, quand même, la vieillesse approche, si elle n'est pas déjà là. Nous allons parler pourtant d'un sujet qui peut vous réveiller tous et vous faire tendre l'oreille. Je vous signale quand même que on ne le dira jamais assez. Vous pouvez nous écouter bien évidemment sur différents supports. Il y a Orange Radio, il y a, j'ai pas la liste en tête, Radio Garden, bien évidemment. Ça, je vous encourage à télécharger cette application parce que vous pourrez écouter les radios de la Terre entière. Et c'est excellent, je vous l'encourage. Radio Garden. Bon, et puis vous pouvez nous écouter en enregistrant notre application. Et notre chef technique nous a précisé, nous maintient en forme avec ces bons chiffres, toujours dans 72 pays, nous sommes écoutés. Nous avons par mois plus de 3200 connexions. C'est sympa quand même, hein, et nous avons un peu plus de 1000 ou 1000 abonnés par rapport à notre page Facebook. Vous savez que nous avons une page Facebook. Voilà, alors en tout cas, on parle aussi dans la radio pour se faire plaisir, hein, parce que pour nous tous, c'est une passion avant tout. Nous sommes ici tous bénévoles. Le reste... Si vous voulez nous envoyer un petit peu de sonnant et trébuchant et prendre une carte de membre bienfaiteur, bien sûr que ça nous ferait un énorme plaisir. Il y en a qui le font, on les remercie beaucoup, et même qui ne sont pas dans le secteur. Voilà, vous nous envoyez ça à l'adresse, l'adresse postale, c'est CLC Média, 75, avenue du Périgord, 24 230, Montcarré. Voilà. Et votre carte de membre bienfaiteur, vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Bon, après cette entrée en matière assez longue, nous allons parler de sexualité des Français avec le docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Nous allons parler, je crois bien, en premier des premiers rapports sexuels. Est-ce que c'est ça ? Oui, parce qu'il y a une étude qui est sortie très récemment, faite par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Médecine, qui a fait une étude statistique sur beaucoup de choses dont on va parler, dont l'âge des premiers rapports. Et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, donc, qui a publié mercredi dernier une étude importante parce qu'elle a été réalisée auprès de 31 518 personnes. Oui, c'est pas rien. C'est pas mal, oui. Qui vivent en France ou en Outre-mer, dans le cadre d'un questionnaire et d'entretien qui ont été réalisés fin 2022. Oui, c'est pas vieux. Non, et début 2023. Alors, dans cette étude portait sur l'âge des premiers rapports, par exemple. Si on faisait l'amour plutôt dans les années 2000 par rapport aux années 60, la situation s'est désormais inversée. Et selon l'INSERM, l'âge médian auquel on couche pour la première fois est de 18 ans, pour les femmes et de 17,7 pour les hommes, alors que c'était 17,3 hommes et femmes confondus dans la précédente étude. Dans les années 60 ? Oui, dans les années 60, oui. Donc, c'était peut-être l'effet de la pilule qui était arrivée oui, c'est sur le marché. C'est très possible, oui.
C'est très possible. Et maintenant, donc, hommes et femmes confondus, c'est plutôt à 17 ans et demi qu'on a le premier rapport. Bon, mais ce chiffre me surprend beaucoup, parce que moi, j'aurais pensé que les premiers rapports étaient beaucoup plus jeunes. Alors, il n'empêche qu'il peut y avoir des rapports plus jeunes. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Il faut se souvenir quand même que sur le milieu des années 2000... non. Oui, je suis en train de lire, moi. Dans la précédente étude qui portait sur le milieu des années 2000, c'était donc 17 ans et demi. Maintenant, c'est pour les hommes. Hommes et femmes confondus. Maintenant, c'est plutôt 18 ans et demi pour les femmes et 17 ans et demi pour les hommes. Mais par rapport à 1992, à ce moment-là, les femmes avaient leur premier rapport à 20 ans et les hommes à 18 ans, quasiment 19 ans. Ah, mais dites donc. Eh oui. Donc, après, ça avait bien baissé, donc, puisque c'était 17 ans et demi. Et c'est en train de remonter doucement. Et tout comme on le voit dans d'autres pays, comme la Norvège, le Danemark, la Suède ou les États-Unis. Donc, le premier rapport, plus tard. Plus tard, plutôt 17 ans et demi, hommes et femmes, maintenant. Bon, c'est à rien y comprendre, mais pour c'est simplifier. Comme ça. Parce qu'on pourrait penser que la jeunesse est beaucoup plus désinvolte sur ce sujet-là et ne prennent pas tout à fait les mêmes précautions que nous et ont même un rapport différent, quoi. Hein, oui, mais bon, voilà, c'est une étude sérieuse, hein, c'est l'INSERM, c'est pas... Mais on se fait de fausses idées. Voilà. Alors après, ils ont étudié le nombre de partenaires. En 1923, c'est-à-dire maintenant, les femmes de 18 à 69 ans déclarent 7,9 partenaires en moyenne au cours de leur vie. J'aime bien 7,9. Ouais, disons 8, quoi. Au cours de leur vie. Alors que ça n'était que de 3,5 en 92. Et de 4,5 en 2006. Donc là, ça augmente par contre. Le premier rapport s'effectue plus vieux, mais le nombre de partenaires augmente. Et chez les hommes, de la même tranche d'âge, 18 à 70 ans, quoi, ils déclarent, eux, plus de partenaires variés que les femmes, puisqu'ils sont à 12 en 2006, et que ce chiffre est passé à 16,5 en 2023. Les petits coquins. Voilà. Tout le monde ici a le sourire. Bon. Oui. Ensuite, ils ont étudié le multipartenariat, c'est-à-dire qui lui aussi a augmenté, surtout chez les jeunes de 18 à 29 ans. Alors on confond, peut-être le premier du reste, mais on confond peut-être avec les premiers ébats amoureux et le multipartenariat, c'est peut-être là... Alors, les premiers ébats amoureux, c'est l'âge où on commence à coucher ensemble. Ensuite, le nombre de partenaires, c'est le nombre de partenaires qu'on a eu dans sa vie. Et le multipartenariat, c'est plutôt le fait d'avoir plusieurs partenaires en même temps. Nous sommes d'accord. Voilà. Et ce nombre-là a augmenté aussi dernièrement, surtout chez les jeunes. Et 24% des femmes disent avoir couché avec plusieurs personnes dans l'année écoulée, et 32% d'hommes. Oui, c'est quand même les hommes encore en tête. Encore en tête, oui, heureusement qu'il y a une petite différence. On n'est pas encore dans la décadence du temps des Romains. Non. Ensuite, ils se sont attachés à essayer de dénombrer le nombre d'expériences solitaires, c'est-à-dire la masturbation, qui s'accroît également, surtout chez les femmes. En 92, 42% des femmes disaient s'être masturbées au moins une fois, alors qu'en 2023, on atteint 73%. Énorme. Oui. Alors, est-ce que ça ne viendrait pas, je remarque peut-être absurde, mais est-ce que ça ne viendrait pas aussi du fait que maintenant, il y a beaucoup de femmes entre elles ? Oui, peut-être. Il y a une vulgarisation des sextoys aussi. Et puis, les femmes en parlent peut-être plus librement qu'elles n'en parlaient avant. Donc, je pense que c'est plutôt pour ça. Chez les hommes, la masturbation aussi était de
était de 89% en 2006, 82% en 92, et elle passe à 92%. C'est énorme. Oui. On n'est pas loin du 100%. Non, c'est ça, oui. Et pour ce qui est de l'homosexualité, il y a presque 9% des femmes et des hommes aussi, âgés de 18 à 89 ans, qui déclarent avoir eu au moins un partenaire de même sexe au cours de leur vie. Combien de pourcentage, pardon? À peu près 9%. C'est pas beaucoup, ça va. Qui estiment qu'ils ont eu au moins une fois dans leur vie un partenaire de même sexe. Et mais ce chiffre a dû augmenter. Oui, surtout chez les jeunes. Chez les jeunes de 18 à 29 ans, il y a maintenant 15% à peu près de femmes qui disent avoir eu une relation homosexuelle. Et par contre, chez les hommes, ça reste à 9%. Ah, donc il y aurait davantage de femmes homosexuelles que d'hommes. Enfin, homosexuels, au moins qui disent avoir eu une relation avec une... Oui, d'accord. Au moins une relation. Ouais. Cette étude montre aussi une meilleure acceptabilité sociale de l'homosexualité, puisque 70% des femmes et 56% des hommes considèrent que l'homosexualité est une sexualité comme les autres. Donc c'est mieux accepté socialement. Mm-hmm. Alors qu'en 2006, la proportion des gens qui estimaient que l'homosexualité était une sexualité comme les autres était plus importante que celle des gens qui déclaraient qu'ils acceptaient l'homosexualité potentielle de leur propre enfant. Alors, bon, tout ça, après, ça peut être sujet de... Mais c'est désormais inversé, avec, semble-t-il, ce qui a joué un rôle, ce serait la loi sur le mariage pour tous, en 2013. On peut s'en douter, oui. Et l'accès à la PMA pour les couples de femmes a joué aussi, semble-t-il. Je remarque que c'est pas, enfin, peut-être une critique, mais depuis quelque temps. Voilà, si on n'accepte pas, si on est contre l'homosexualité, c'est que on est un peu dérangé, quoi. Oui, non, c'est ça. Mais, et ça, c'est pour moi un peu énervant. On peut l'accepter sans pour autant le pratiquer. Complètement. Voilà. Hein. Complètement. Ils ont également fait une étude sur les grossesses non souhaitées. Mm-hmm. Et on arrive quand même à plus d'un tiers des femmes, 35% quasiment, qui ont déclaré avoir eu des grossesses non souhaitées dans les 5 ans qui précédaient le sondage. Alors là, il n'y a pas de tranche d'âge, si? Non, ben ce sont des femmes donc avant 55 ans, sûrement, hein, puisque avant la ménopause. Oui. Et il pourrait y avoir plus de jeunes. Oui, non, là, j'ai pas de... Il n'y a pas de détails. Entre 18 et 49 ans, voilà. Ça veut dire que la contraception chez la femme, il y aura encore un petit peu de travail. Il y a toujours du travail, ce qui fait que l'IVG continue à être assez importante quand même, puisque le taux annuel a un peu augmenté. Le nombre d'IVG était de 13,9%. Alors je ne sais pas là si c'est par rapport... Pour 1000 femmes. Voilà, pour 1000 femmes, oui, en 2016, et c'est passé à quasiment 17% en 23. Bon, petite parenthèse, aux États-Unis, comment vont-ils faire avec l'élection de Trump ça ne va pas changer grand-chose, je pense. Hein, qui est apparemment contre. Ah, c'est mon téléphone. Personne ne devrait pas... Bah, il peut... Non, je crois pas qu'il... Ah si, il est contre la contraception. Oui, mais il peut être contre sur le plan moral, sans pour autant le... Mais il y a des... Alors, il y a des États voilà. qui le... Mais ça, les États sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, mais il y a eu une campagne quand même contre Trump, parce qu'il était contre l'IVG. L'IVG, pardon. Mais de là à revenir sur le plan législatif, ça m'étonnerait. C'est comme, on a souvent des idées un peu fausses, c'est comme c'est un tout autre domaine, mais les inondations importantes qu'il y a eu à Valence l'autre jour
les gens se sont un peu révoltés parce que les secours n'étaient pas arrivés assez vite et ils incriminaient l'État. Mais l'État espagnol n'avait rien à voir là-dedans. Les secours d'État ne sont secours, on parle. Hein. Oui, d'accord. Ne sont pas arrivés assez vite parce que le gouvernement de la Generalidad, c'est-à-dire le gouvernement local, n'a pas demandé à l'État de s'en occuper. Et l'État ne pouvait pas s'en occuper tant que le gouvernement local ne lui demandait pas. Ça aurait été... c'était interdit, c'est le gouvernement local qui devait décider. Alors, le gouvernement local a mis 5 ou 6 heures avant de réagir. Bon, enfin, tout ça pour dire que... Non, mais c'est bien ce que vous dites, cher ami, parce qu'on en a parlé avec Jean-Yves. On va se retrouver bientôt dans cette nouvelle émission que nous faisons tous les deux. Cette catastrophe de Valence, bien évidemment, pour moi, elle pouvait être, à mon avis, évitée. Et en France, je le dis et le redis, nous aurons des catastrophes similaires, même ici, pas loin, avec la Dordogne, la Garonne. Les cours d'eau ne sont plus entretenus. C'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba. Oui. Il y a d'autres facteurs, j'en conviens, mais les cours d'eau ne sont plus du tout entretenus. Vous avez beau le dire, les élus s'en moquent complètement. Bon, et à Valence, il s'est passé ça. Hein. L'eau ne s'est pas évacuée comme elle aurait dû. Elle a tout emporté. Bon, bref, voilà, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. On en a parlé déjà sur l'antenne de CLC. Rien ne se fait et ça continue. On accuse le climat, etc. Enfin bon, il y a des trucs complètement à la renverse. Voilà, bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire qu'en France, on est habitué à ce que ce soit l'État qui prenne en charge, qui décide de tout. Mais il y a d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Espagne, où ce sont les provinces qui décident. Qui décident. En Catalogne, par exemple, la Catalogne a interdit les corridas, alors que la corrida est autorisée par le gouvernement fédéral. Bon, donc pour ce qui est des IVG, aux USA, c'est pareil, c'est État par État. D'accord. Alors, pour revenir à cette étude, ils ont noté aussi que la proportion de personnes qui avaient eu des rapports pour faire plaisir à leur partenaire a diminué. Donc les gens se sentent quand même plus libres, là. Ça a diminué. Maintenant, si les Français font moins l'amour, l'étude pointe une légère augmentation de la satisfaction sexuelle. En 2023, 45% des femmes et 39% des hommes se déclarent même très satisfaits de leur vie sexuelle actuelle. Eh bien, pas mal. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Mais ça, c'est peut-être aussi en corrélation. Toréador. Corrélation avec les satisfactions personnelles. Oui, sans doute. Oui, voilà. Alors après, il y a encore quelque chose que cette étude a étudié, c'était le sexe en ligne. Et cette enquête... En ligne sur le fil à linge ? Oui, voilà. Cette enquête révèle que 33% des femmes et 46% des hommes ont eu une expérience sexuelle en ligne avec une autre personne. Et on n'arrête pas le progrès. Voilà. C'est-à-dire, ça va de la simple connexion à un site de rencontre jusqu'aux échanges d'images ou de vidéos intimes. Voilà, donc... Si ça les satisfait, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. Donc, c'est surprenant, mais bon. Ces pratiques-là en ligne sont beaucoup plus fréquentes parmi les personnes les plus jeunes et parmi les minorités sexuelles. Bon, donc, voilà. Par contre, il y a une chose qui est un peu embêtante, c'est que les Français se protègent moins qu'au début des années 2000. Ah. L'usage d'un moyen de contraception... J'ai fait un petit peu allusion tout à l'heure. Voilà. Oui. Concerne 87% des femmes et 92% des hommes, alors que c'était quasiment 100% dans les années 2004-2006. Cette tendance à la baisse a été observée aussi pour l'utilisation des préservatifs lors d'un premier rapport.
Je ne peux plus vous suivre, vous ne m'avez pas donné toutes les feuilles. Ah oui, non, voilà. Non, mais j'ai compris, je suis puni. Et l'INSERM voit dans cette diminution de l'utilisation des préservatifs un lien avec l'augmentation des infections sexuellement transmissibles. Mais je vois qu'il y a aussi, enfin vous l'avez peut-être dit, j'ai pas suivi, pardon, une méfiance à l'égard de la pilule. Ah, vous l'avez pas, ça, c'est moi, je l'ai. Ah, ben voilà. Et voilà. Il y avait une méfiance à l'égard de la pilule. Bon, peut-être que dans les jeunes ou moins jeunes, les femmes ne veulent plus prendre Peut-être. la pilule, qui était quand même... Nous avons vécu cette époque, une libéralisation dans les années 60. Ah oui, dans les années 60. Oui. 70. 70. Oui, plutôt. Ah bon. Oui. Ah ben, je me trompe. Donc voilà, cette étude est très intéressante. On peut la trouver si on veut avoir plus de détails sur le site de l'INSERM, INSERM. Elle est en ligne pour tout le monde. D'accord. Oui, et puis c'est récent, hein, c'est tout récent. Ah oui, c'est tout récent. Ça a 8 jours. Bon, on va faire une première pause musicale, et puis nous allons nous retrouver sur un autre sujet qui est d'actualité, puisque le froid arrive, on se sert d'appareils de chauffage, on ne fait pas tout à fait attention, il y a des gestes pour prévenir l'intoxication au monoxyde de carbone. Nous allons en parler avec le docteur Jacques-Michel Lacroix tout de suite. Et nous sommes dans cette émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous allons parler, je viens de vous le dire avant notre pause musicale, de monoxyde de carbone. C'est très d'actualité puisque le froid arrive dans toutes les régions de France et on ne fait pas toujours attention à ce problème-là. Donc, les bons gestes à prévenir en cas d'intoxication. Oui, parce que le monoxyde de carbone, contrairement au dioxyde, est un gaz qui est très nocif parce qu'il se fixe sur les globules rouges et ensuite il y reste fixé, alors que le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, lui, se fixe sur les globules rouges, mais dès que les globules rouges passent dans le poumon, le gaz carbonique est éliminé et il se recharge en oxygène. Tandis que si on a respiré du monoxyde de carbone, c'est-à-dire CO, un atome de carbone et d'oxygène, celui-là il reste fixé sur les hématies et ne s'élimine pas lorsque le sang passe dans le poumon. Donc nous allons voir ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Et après, pour le traitement, c'est très, très embêtant parce qu'il faut soumettre les gens à une question hyperbare. En fait, un petit peu comme les plongeurs sous-marins. Oui. C'est très sérieux. C'est sérieux, d'autant plus qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un gaz totalement inodore dont on ne se rend pas. Alors ça se traduit comment, une syncope Alors ça se traduit d'abord par des maux de tête, oui. Une fatigue anormale, il peut y avoir des nausées aussi. Mais tout ça rapidement. Oui, en quelques minutes, disons, ou 10 minutes, une demi-heure. D'accord. Il peut y avoir aussi des nausées, voire des vomissements, des vertiges, et puis alors, ce qui est extrêmement gênant, c'est qu'on se sent partir, on se sent pas bien, et on ne peut plus réagir, les muscles ne réagissent plus. Donc si on veut aller ouvrir la fenêtre, on ne peut pas. Ah oui, ça c'est grave. Là. Et on continue à respirer dans ce cas-là. Oui, on s'enfonce de plus en plus. Dans les cas les plus graves, il y a une perte de connaissance, des troubles neurologiques. Bon. Alors, avant de perdre connaissance, il faut essayer, et tant qu'on se sent encore un peu de force, d'aérer, et d'arrêter les appareils de chauffage si possible, d'évacuer les locaux et d'appeler les secours. Oui, si on peut. Donc, je dis maux de tête, nausées, vertige, voilà. Non, il faut réagir il faut vite aérer, arrêter le chauffage. Alors, quelles sont les sources d'intoxication ? Il y en a beaucoup. À peu près tous les appareils de chauffage peuvent donner ça. Et surtout, les sources de chauffage qui sont reliées à une évacuation extérieure. Soit cette évacuation est bouchée, soit elle a des fuites.
Alors c'est ce qui se Donc produit. c'est le gaz, souvent. Alors ça dépend, ça peut être une chaudière, une cheminée, un chauffe-eau, dans les... Enfin, chauffe-eau au gaz, pas au électrique. gaz, oui, au gaz, bien sûr. Ou des appareils mobiles mal utilisés, comme les groupes électrogènes aussi, il ne faut jamais les mettre à l'intérieur, hein, parce que c'est le meilleur moyen de se suicider. Tous les appareils qui utilisent des combustibles, comme du bois, du charbon, du propane, du gaz, sont susceptibles de donner du monoxyde de carbone. Alors on pourrait presque penser tout sauf ce qui est électrique. Oui, tout sauf ce qui est électrique, ça, effectivement. Et tout ce qui possède normalement une évacuation vers l'extérieur, Ça, normalement, il oui. n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de fuite, si c'est bien fait, bon. Oui, mais il faut l'entretien. Ah, il faut l'entretenir, il ne faut pas que ce soit bouché. Oui. Moi, j'ai eu une amie à Paris qui s'est trouvée dans cette situation. Il a fallu appeler les pompiers. Elle était hospitalisée plusieurs jours. Tout ça parce que l'appareil de chauffage, qui était un radiateur au gaz de ville, était défectueux. Il n'avait pas de... La sortie était bouchée. Donc le monoxyde de carbone s'est répandu et elle aurait pu y rester hein, si son mari n'était pas arrivé. Mais j'ai eu un proche comme ça, ça remonte à loin, dans les années 70, chauffe-eau au gaz de ville, et chauffe-eau qui fonctionnait mal, et il a fallu l'intervention des pompiers. Ah oui. Et d'ailleurs, alors il existe des pastilles qu'on peut coller soit à l'intérieur de son véhicule, parce que ça peut arriver dans une voiture aussi. Ah bon ? Oui, s'il y a des remontées gaz d'échappement. Ah oui. Ou chez soi, ce sont des pastilles qui changent de couleur s'il y a du monoxyde de carbone. Ah, c'est pas bête. Je ne sais pas où on peut trouver ça, oui. Je ne sais pas où, mais je sais que ça existe. Donc, ce gaz provient de la combustion incomplète des matières carbonées, quoi que ce soit gaz, charbon, fioul, etc. Il est dû à une quantité insuffisante d'aération et d'oxygène dans l'air, ou la présence d'impuretés dans les matières carbonées qui ont fait brûler, ou alors à une évacuation insuffisante, c'est-à-dire un peu bouchée, des gaz de combustion, ou un conduit mal raccordé. Donc il faut être, avant de chauffer, il faut être vigilant, s'assurer que... Alors est-ce qu'on peut avoir des séquelles à vie? C'est peut-être exagéré. Non, si on s'en sort, non, normalement non. Mais on peut en mourir. Oui, d'accord. Mais donc au bout de quelques temps, ça revient à la normale, quoi. C'est ça revient, voilà. Alors, les bonnes pratiques qui sont recommandées par les autorités, c'est qu'au moins une fois par an, avant l'hiver, il faut faire vérifier son installation de chauffage, sa production d'eau chaude et ses conduits de fumée, c'est-à-dire les cheminées. Il faut aussi penser à aérer les logements au moins 10 minutes par jour, parce que même si les températures extérieures sont basses, quoi. On ouvre la fenêtre, on ferme la porte de la chambre, et on revient 10 minutes après, on ferme la fenêtre et on rouvre la porte. Et on rentre dans le lit. Mais ça, on peut le faire le matin, ça a le temps de se réchauffer avant le soir. Il faut garder le système de ventilation en bon état, bien sûr. Les appareils mobiles doivent être scrupuleusement respectés, les conditions d'utilisation. Il ne faut jamais utiliser un autre combustible que celui qui est indiqué et il ne faut pas le laisser chauffer en continu. Mais je sais bien que chez certaines personnes, ils n'ont que ce moyen de chauffage, donc il faut être très prudent. Alors vous faites allusion à quelque chose en particulier Aux moyens de chauffage qui sont sans sortie externe. Alors les appareils au pétrole Oui, par exemple, oui. En général, ça ne produit pas de... Et les appareils au gaz mobile? Pareil, il faut faire attention. En général, s'ils sont bien réglés, il n'y a pas de problème. Donc, ne jamais utiliser un autre combustible que celui qui est indiqué pour cet appareil. Et il faut aussi se souvenir que les appareils de cuisson ne doivent pas être utilisés pour servir de chauffage, parce qu'eux, ils donnent de l'oxyde de... Alors là, c'est le gaz. Le gaz, voilà, les flammes de gaz. Bon, les braseros, les barbecues... Moi, ça m'est arrivé de le faire pendant des minutes, quand même. Oui, bon,
10 minutes, c'est Pour pas... réchauffer l'atmosphère. Il ne faut pas le laisser. Oui. Alors les braseros, les barbecues, les groupes électrogènes sont à proscrire à l'intérieur. Ça, c'est... Jamais dans un espace clos, ni à proximité des ouvertures, que ce soit les portes, des fenêtres. Ou alors avoir une tente indienne avec en haut une ouverture. Oui. Ils faisaient comme ça, les Indiens, non? Oui, bien sûr. Donc, tout ce qui est moteur thermique, même si ce sont des pompes de relevage ou des groupes électrogènes, tout ce qui est moteur thermique, il ne faut pas les utiliser à l'intérieur. Et le poêle à granulés, là, on en parle beaucoup. Alors là, il y a un entretien, non? Ah oui, il y a un entretien annuel, oui. Et il a un conduit extérieur, de toute façon. Les poêles à granulés ont un conduit extérieur qui est double. Un pour l'aspiration d'air frais, l'autre pour le rejet des gaz de combustion. Nous allons saluer notre ami Daniel, qui est venu ici parler de ces granulés. C'est granulé, on dit, hein? Oui. Voilà. Bon. Qui, lui, en vend. Je vous le dis, ça peut peut-être vous intéresser. Oui, non, ça marche très très bien. Oui, le commerce est... Et lui, là, c'est 100% résineux. Oui. Qui m'a surpris, du reste, parce que je ne pensais pas qu'on puisse utiliser des résineux. Oui. Parce que ça encrasse, on le dit pour l'insert, ne brûlez pas... du pain ou des choses comme ça. Oui, mais là, la combustion dans les poêles à granulés est quasiment complète. C'est-à-dire qu'il reste très, très, très peu de cendres. Donc... mais enfin, en tout cas, allez le voir à Véline. Bon, c'est un des moins chers du coin. On va lui faire un peu de pub, il est sympa. Non, ça marche très bien. Il faut les faire vérifier tous les ans. Et c'est sans danger. Bon. Alors, si se produit quelque chose, c'est-à-dire si vous êtes dans une pièce où il y a un appareil de chauffage, si vous sentez des maux de tête, si vous sentez une certaine fatigue, voire des nausées, tout de suite, n'attendez pas d'aller plus mal, vous ouvrez la fenêtre et vous appelez les secours. Alors, le 18, les pompiers, ou le 112, ou le 15, mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt les pompiers et qui vont mieux. Le 15, c'est le SAMU. Oui. Bon, le 15, ça peut être utile pour si quelqu'un est en malaise. Mais ils sont en relation avec les pompiers. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, et ben voilà, vous avez appris plein de choses aujourd'hui sur notre antenne pour cette émission Libre Santé. On se retrouve maintenant. Encore un sujet? On parlera d'un petit sujet, oui. Maintenant? Ah bon, mais alors, nous allons le faire de suite. Ou après une pause, mais maintenant... Une pause, on peut faire une pause sans problème. Moi, je suis pas contre. À tout de suite. Cette émission Libre Santé, nous allons parler d'un sujet, bon, peut-être un peu rapidement, mais quand même qui est très utile, sur les crampes. Qui n'a pas eu des crampes dans sa vie, dans les jambes? Bon, alors ça vient comment? Pourquoi? Comment on peut les supprimer, etc., etc. Alors, oui. Le problème, les crampes, c'est une contraction brutale et douloureuse des muscles, de certains muscles. Provoquée par? Alors, voilà, ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû à des taux d'électrolytes. Les électrolytes, c'est le sodium, le potassium, etc., qui ne sont pas dans des proportions voulues. Ça se produit quelquefois chez les gens qui prennent des diurétiques, oui, qui peuvent manquer de potassium. Ça peut être dû à l'alcoolisme, ça peut être dû à certains troubles hormonaux, ça peut être dû à une carence en vitamine D ou d'autres processus qui entraînent une perte de liquide. Ça peut être dû à la déshydratation aussi, si on ne boit pas assez. Et ça peut être dû à la prise de certains médicaments, comme par exemple les médicaments pour le cholestérol, qui donnent souvent des crampes. Donc, très bonnes informations. J'espère que vous avez noté ou enregistré. Oui. Alors, comment y remédier? Donc, quand ce sont des traitements contre le cholestérol ou des diurétiques, on peut les changer, puis voir si avec d'autres, ça marche mieux. Ça peut être dû à des carences en minéraux ou en vitamines. Là, on peut faire une prise de sang pour voir, mais c'est pas dit qu'on trouve quelque chose. Et puis, ça peut entraîner des troubles neurologiques, mais plutôt les troubles neurologiques ou métaboliques peuvent entraîner des crampes. L'hypothyroïdie aussi.
Mais la plupart du temps, les crampes ordinaires sont pas inquiétées. Il ne faut pas vous inquiéter parce que, sauf si ça devient gênant, bien sûr. Douloureux. Douloureux. Dans ce cas, il faut consulter un médecin. Pour les soulager, il faut essayer d'étirer le muscle, si possible. Et puis, on peut donner 2 ou 3 petites recettes. Quelquefois, le sirop de potassium, pris le soir avant le coucher, peut éviter d'en avoir pendant la nuit. Mais enfin, il ne faut pas en abuser. Ça, on peut essayer pendant 2 ou 3 jours. Si ça calme, tant mieux. Et on fait une prise de sang pour voir si on manque pas de potassium. Mais il ne faut pas en abuser plus de 2 ou 3 jours. Ensuite, il y a des produits comme l'hexaquine, qui est un produit à base de quinine, mais il faut en parler à son médecin parce qu'il faut une ordonnance, qui diminue les crampes. Et puis après, il y a 2 remèdes homéopathiques qu'on peut utiliser. L'un qu'on peut avoir sans ordonnance. L'un qui s'appelle Cuprom, donc à prendre en 5 CH, et c'est des petites granules à sucer, un peu à la demande en fonction de la crampe. Et l'autre, c'est Coffea Tosta, en 5 CH aussi, Coffea Tosta, qu'on peut prendre lorsqu'on a des crampes. Là, c'est sans danger, on peut le prendre sans problème. Est-ce que ça peut soulager rapidement ? Oui, si le sujet est sensible à Cuprom ou à Coffea Tosta, ça soulage très très vite. Très vite. Parce que la crampe... Mais c'est pas dit que le sujet soit sensible à ces produits. Ouais. Si c'est dû à une statine, par exemple, on peut utiliser pour le cholestérol, si c'est dû à ça et qu'on continue à en prendre, on aura des crampes, oui. Sûr. Bon. Eh bien, nous avons tout noté. Merci au docteur Jacques-Michel Lacroix. On termine cette émission et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouveaux sujets. Bonne soirée à toutes et à tous. Et oui, bonne soirée. Mais si, il faut l'envoyer. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.